Dans le cadre de ma communication, j'ai décidé de me pencher voilà, sur Louis Lambert de Balzac, paru en 1832, et sur la Confession d'un enfant du siècle, paru en 1836. J'ai décidé de choisir cette figure du lecteur orphelin parce que je crois qu'à travers cette figure-là, et ces deux œuvres-là le démontrent bien, je crois qu'ils éprouvent directement la question de la virilité. Et j'aimerais montrer comment ces œuvres se prononcent directement aussi sur quelque chose dont je n'ai pas encore tout à fait entendu parler, mais sur le caractère proprement narratif du mythe de la virilité. Donc voilà. À une époque où Alain Corbin, dans son deuxième tome de l'histoire de la virilité, qui moi pour le coup est un livre que je n'aime pas, juge que la virilité est à son emprise maximale, hein, c'est le 19e siècle, on pourrait s'étonner en fait de lire deux œuvres où tous les modèles masculins manquent de grandeur. Si, comme l'indique Corbin, et je cite, « Dès son plus jeune âge, le garçon doit s'endurcir. Bien souvent, il lui faut supporter la séparation d'avec la mère et la famille, prouver sa capacité à vaincre le froid et la douleur, à refouler les larmes, à recevoir sans sourciller brimades et violences. » Fin de la citation. C'est un modèle tout autre que met en scène la littérature romantique. Musset, par exemple, est de ceux qui font justement des larmes l'étalon de mesure de toute véritable poésie. Donc, très loin du modèle naturaliste de la virilité que décrit l'historien Corbin, les enfants du siècle tenteront de composer avec la crise de la virilité du début du siècle, dont parle André Roche notamment, et l'absence très mal vécue du père pour se concocter une virilité à leur mesure. Celle-ci sera cependant insuffisante pour les inscrire dans le grand récit de la masculinité, mais aussi dans celui de la collectivité. Donc, j'aimerais aujourd'hui insister sur les conséquences de cette désaffiliation. Donc, le livre du Fils ici, contrairement à l'exemple de Guy Laroux, ne se rattache pas du tout au père. Donc, en effet, les deux protagonistes, Louis Lambert et Octave dans La Confession d'un enfant du siècle, ont un parcours de vie assez similaire. C'est très étonnant. Ils ont tous les deux des pères absents, ils sont tous deux passés par l'école, ils ont tous les deux des difficultés avec leur relation amoureuse, et à cela, j'ajouterais qu'ils sont surtout deux grands lecteurs, et des lecteurs qui croient que la vérité, et même la réalité, se trouve dans les idées, bien plus que dans le monde réel. Je m'intéresserai donc à trois choses aujourd'hui. La première, c'est bien évidemment la figure du père absent, dont on sait les effets à cette époque sur la fabrique des garçons, on en a déjà un peu parlé dans le cadre du colloque. La seconde est la manière dont la littérature vient combler ce vide paternel. En effet, on a deux personnages ici qui adoptent une relation compulsive, je dirais même boulimique, face à la littérature et au savoir. On a donc une espèce de pré-bovarisme masculin qui crée un hiatus entre leur manière d'être homme et les modèles de virilité de l'époque. Nous verrons que le livre et un apprentissage non domestiqué de la lecture provoquera une crise de l'expérience du réel qui occasionnera une rupture chez Louis et Octave dans leur virilité. C'est aussi dans et par leur lecture, cependant, qu'ils vont ériger ce qu'on pourrait nommer, suivant les codes en vigueur à l'époque, une virilité erratique. Donc, troisième point, et ce sera mon dernier, j'interrogerai le rapport entre le caractère proprement narratif de la virilité. Moi, c'est le point qui m'intéresse le plus parce qu'il est directement en lien avec les recherches que je fais, et les habiletés de lecture chez ces jeunes hommes. Donc, voilà. Donc, prenons le premier exemple, Louis Lambert. Dans son Louis Lambert, Balzac décrit en trois phases la vie du jeune homme. On a son enfance, son adolescence à l'école et sa vie d'adulte. Il est très tôt défini comme un enfant précoce, qui lit énormément, développant très jeune une capacité de réflexion digne d'un adulte. C'est presque tiré du texte. Et cela l'éloigne des activités habituelles d'un enfant de son âge. Celui-ci vit principalement chez son oncle maternel, et le fait que ce soit le côté maternel m'intéresse beaucoup, en plus du fait que ce soit un curé. Donc, on a mis en doute la virilité des curés hier. Ici, je crois que ce curé-là n'est pas un bon modèle de virilité. Parce qu'ici, il laisse Louis Lambert faire tout ce qu'il le souhaite. Donc, à 5 ans, Lambert dévore l'Ancien et le Nouveau Testament. Dévore, c'est vraiment le terme. Lectures qui vont d'ailleurs, et je cite, décider de sa destinée. Il atteindra ainsi sa 10e année en, et je cite, se livrant à des études dont le cours n'était dirigé par personne. Les capacités intellectuelles hors du commun du fils vont, et je cite le texte, modifier l'arrêt paternel. Parce que M. Lambert, pauvre tanneur médiocre, va finir par abandonner l'idée de faire de lui son successeur. Et c'est plutôt Madame de Staël qui va le rencontrer en se promenant dans une forêt. Il va être en train de lire très justement et qui va s'étonner de la précocité de l'enfant et qui va se dire « je vais te payer l'école ».
Donc elle l'envoie à l'éducation et on laisse de côté les parents pour tout le reste du roman. Donc ici, on le voit, la narration évacue le père pour installer Lambert du côté de la littératie, de l'idéalisme et du féminin, puisque, comme je l'ai dit, c'est l'oncle maternel, doublé d'un curé, et une écrivaine qui vont déterminer de la destinée du jeune homme. L'oncle va revenir plus tard, je vais vous prouver que le côté maternel n'est pas anodin. Donc si on prend mon deuxième cas, dans le cas d'Octave, la confession s'ouvre d'emblée sur le constat de l'absence du père. Ce schéma-là va traverser tout le roman. Dès les premières lignes du chapitre 2, l'espèce de préface au roman, il écrit, on a déjà eu le début de cette citation avec Nigel hier, « Tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle et nerveuse, conçue entre deux batailles, élevée dans les collèges au roulement des tambours, des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps, leur père ensanglanté apparaissait, les soulevait sur leur poitrine chamarrée d'or, puis les posait à terre, et repartait à cheval. » Donc, l'absence du père, dès les premières lignes, se fait sentir. C'est tellement vrai, c'est tellement explicite que Pierre Laforgue a écrit un texte qui s'appelle l'Oedipe romantique et qualifie le texte de la Confession d'un enfant du siècle du degré zéro de cet Oedipe romantique. Le mythe d'Oedipe, cette configuration de sens, comme dit Laforgue, il emprunte ici directement à l'Oedipus Tyrannos d'Eschyle. Ici, il ne faut pas l'entendre selon une perspective psychanalytique. Pour le critique littéraire, il s'agit plutôt d'illustrer la problématique de l'éros conçu dans sa socialité. Point de vue anthropologique, donc. Pour lui, si le jeune homme est une figure qui apparaît en 1830, c'est bien parce que celui-ci fait face à un empêchement de ses désirs qui n'est pas justifié par le poids de l'histoire ou par les besoins de la communauté. Comme Laforgue l'écrit, la singularité principale de cette esthétique, je cite, c'est de s'établir sur un modèle familial et plus spécifiquement sur un modèle parental qui est inabouti ou déficient. Ils sont réduits à s'inventer des pères par procuration ou à fantasmer l'absence d'une mère, mais sans jamais pouvoir s'affirmer comme les enfants légitimes d'une famille. Et c'est pas tout, je continue. Ce qui compte davantage, c'est que leur situation d'orphelin soit constamment référée à un contexte historique et social. C'est dire qu'il y a le père, mais qu'il y a aussi le père de la nation, Napoléon. Celui-ci, dans cette composition, est représenté comme une autorité illégitime, qui passe comme une bourrasque, qui désacralise le pouvoir et qui, une fois disparu, laisse ses enfants seuls dans le monde, complètement ruinés. Comme dit Musset, tout avait tremblé dans cette vieille Europe, puis le silence avait succédé. Si on traduit aujourd'hui la pièce d'Eschyle par Oedipe roi, c'est parce qu'Oedipe tyran ne fonctionne pas. Le mot tyran ici ne fonctionne pas dans la traduction, parce que chez les Grecs, le tyrannos n'est pas un dictateur. C'est simplement quelqu'un qui a pris le pouvoir par des moyens illégitimes. Ce qui n'empêche pas que la Grèce a eu des très grands tyrans, des très grands modèles politiques d'hommes, qui ont été des gouverneurs qui ont gouverné pendant très longtemps. Donc ici, il ne faut pas l'entendre comme un dictateur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment cette autorité qui est acquise par des moyens illégitimes. C'est pour ça que je dis que Napoléon est une autorité légitime. Cette figure-là lui convient parfaitement. C'est une autorité profane plutôt que sacrée, et c'est ce que représente à la fois l'exilé de Sainte-Hélène face aux orphelins de l'Empire, mais aussi les pères absents dont l'autorité parentale à ce moment-là ne repose sur rien. Ils arrivent de nulle part, ils donnent un bisou à leurs enfants et ils repartent. Ils n'ont pas l'autorité sur ces enfants-là. Donc c'est ainsi que ce vide paternel au sens large et ce carnaval du pouvoir politique, face à cela, cette génération que décrit Musset semble se construire à coup de lecture, pas toujours bien digérée. Ces jeunes gens sont décrits par le narrateur de la Confession comme buvant dans leur coupe stérile le breuvage empoisonné qui est devenu la littérature du siècle. Chateaubriand en tête de liste. Cette littérature qui est jugée cadavéreuse et infecte. Leur développement sera dès lors monstrueux, entre momie et fœtus, comme dit Musset. Si on revient à Louis Lambert cette fois-ci, on ne s'étonnera pas qu'il évacue les activités du corps, presque entièrement, celles généralement dévolues aux garçons, et même celles de manger, mais il va laisser passer tout ce qui fait la virilité, la chasse, toutes ces activités-là, il va tous les laisser de côté. Et il va se développer une voracité proprement littéracienne. J'ai dit, c'est presque boulimique. Je cite, « La lecture était devenue une espèce de faim que rien ne pouvait assouvir. » Donc cette relation provoque chez Lambert une croissance spirituelle qui est proportionnelle à sa dénaturation physique.
Dans la comédie humaine, en général, il existe tout un rapport d'équilibre entre le vouloir, le faire, le savoir. Et lorsqu'un de ces éléments est privilégié, il y a généralement dégénérescence des autres éléments. Cette proportion-là va avoir tendance à déterminer la forme physique et morale que va prendre l'individu dans le processus. Lambert, de toute façon, le théorise bien. Il dit que selon lui, les émotions sont des fluides dont se nourrissent le corps et les organes. Et plus loin, il dit, la volonté est un fluide, attribut de tout être doué de mouvement. De là, les innombrables formes qu'affecte l'animal et qui sont les effets de sa combinaison avec la substance. Donc, privé de modèles masculins forts et de bonne nourriture, il pratique de manière extrême des activités qui ne sont pas propres à la virilité, et cela affecte jusqu'à la forme de son corps, qui se féminise, sans cesse décrit comme ayant, et là je laisse de côté l'entièreté du champ lexical, mais on nous dit qu'il a une voix, une grâce, des courbes, une sensibilité, des allures de femme. En plus de ça, il demeure coincé dans le domaine de l'enfance. Son amoureuse Pauline, à la fin du roman, l'appelle sans cesse « mon enfant ». Il sera aussi soupçonné d'homosexualité, puisque le narrateur, qui n'est pas Louis Lambert, mais qui est un de ses collègues à l'école, va dire, et je cite, qu'ils sont comme des amants ou comme des conjoints pendant leurs années d'études. Donc, plus qu'un simple écart, l'appétit insatiable pour la lecture le fait basculer du côté de la monstruosité. À la fois ogre-lecteur et hermaphrodite en devenir, c'est par cette monstruosité que Balzac éprouve la normativité de la masculinité de Lambert. Michel Foucault, dans Les Anormaux, qui est un de ses cours au Collège de France, disait que le monstre humain, au 19e siècle, c'était celui qui combinait l'impossibilité biologique et l'interdit juridique. Ici, l'impossibilité biologique de la transsexualité, à l'époque, et l'interdit viril de l'homosexualité, même platonique, puisque c'est pas consommé ou quoi que ce soit, n'empêcheront pas le développement de la féminité de Lambert, qui ne deviendra jamais un homme et demeurera au mieux un enfant. Donc, suite à la catalepsie qui ne le quittera plus jusqu'à sa mort, ça arrive juste au moment de son mariage. Juste au moment où il va se marier, il fait une crise de catalepsie et il devient littéralement végétatif. Donc, jusqu'à sa mort, Lambert sera couvé par Pauline et par son oncle maternel, qui nous confirme d'ailleurs cette idée, puisqu'il nous dit « Lorsque son accès fut passé, mon neveu tomba dans une terreur profonde, dans une mélancolie que rien ne put dissiper. Il se crut impuissant. Je me mis à le surveiller avec l'attention d'une mère pour son enfant. Et le surpris, heureusement, au moment où il allait pratiquer sur lui-même l'opération à laquelle Origène crut devoir son talent. » Souvenons-nous qu'Origène, un des pères de l'Église du 2e siècle après Jésus-Christ, se castre pour éviter de succomber à la tentation. De la même manière, la lecture confine Louis Lambert dans le monde infantile des idées. Il ne fera pas la rencontre de l'épreuve des corps, et en viendra même à s'attaquer à sa propre virilité, avant de tomber complètement catatonique. Donc ici, on a des pages noircies d'encre qui laisseront son corps à jamais vierge. Donc dans cette préférence pour le corpus, la virilité qui se soutient plutôt du corps s'exile, comme si le livre et la virilité ne pouvaient s'épouser. En ce qui concerne Octave, donc l'autre livre, la question se pose différemment. Ici, on a un personnage qui n'a pas de mère. Lambert avait encore sa mère. C'est elle d'ailleurs qui l'envoie chez l'oncle maternel. Ici, la mère meurt jeune et ne materne jamais Octave. De son père, il n'est fait de cas seulement qu'à la moitié du roman et seulement au moment où il meurt. D'ailleurs, Octave arrive en retard et il manque son père, qui décède avant. Donc ici, on a deux modèles qui servent à la formation du jeune homme. D'une part, il y a son ami Desgenais, qui va occuper littéralement la première moitié du roman jusqu'à la mort du père, mais qui va rester là sans arrêt quand même. Et cet ami-là est un libertin. Sa parole est d'ailleurs qualifiée de catéchisme du libertin. D'autre part, dans cette première moitié du roman, il va avoir les livres que sa tante lui lègue, livres dont on nous dit qu'il va tous les dévorer aussi. On parle souvent avec le lexique de l'alimentation. Et ces livres sont aussi qualifiés de catéchisme du libertinage, donc on a un parallèle ici. La parole de Desgenais est ainsi doublée, voire confirmée par les livres. Or, ce type d'enseignement libertin ne fonctionnera pas pour Octave. Il va même à l'encontre du type d'homme qu'il souhaite être. C'est pourquoi, en quête d'alternative au modèle de virilité de Desgenais,
Un modèle qui fait d'ailleurs l'éloge d'une sexualité dépourvue de tout amour. C'est là tout l'enjeu du roman. Est-ce qu'on va pouvoir apprendre à Octave à cesser d'aimer, puisqu'il a été trompé, c'est la première chose qui lui arrive, et il va demeurer jaloux pour le reste de sa vie. Et le modèle alternatif, en fait, ça va être le modèle du père. Quand son père meurt, Octave va avoir accès au journal intime du père et il va avoir cette drôle d'idée de rejouer tous les gestes quotidiens de son père. Il va essayer de se mettre dans la peau de son père, mais il va rencontrer Brigitte très peu de temps après et il va retomber dans ses mauvaises habitudes parce que la jalousie est toujours là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la lecture, que ce soit des textes libertins ou des écrits biographiques du père, est au cœur même du processus d'éducation du jeune homme. Octave, au sens fort du terme, tente, et je cite, de déchiffrer le livre de la vie. Donc, d'où l'idée que c'est le livre plus que le réel qui détermine la vie. Donc voilà, ce à quoi j'ajouterais de déchiffrer le livre de la virilité. Cette entreprise échouera et le forcera à revenir à ses anciennes habitudes. Impossible de devenir un homme comme Lambert, Octave se fait aussi appeler mon enfant par son amoureuse, mais aussi par Desgenais, qui lui dit toujours qu'il a des comportements enfantins. Donc, les quelques moments où le personnage semble triompher dans sa virilité sont sans cesse court-circuités par des phrases telles que, et je cite, « et je redevenais comme un enfant ». Donc, trop attaché aux sentiments et à l'amour, il le dit textuellement, un enfant, c'est quelqu'un qui rapporte tout à l'amour. Octave peine à entrer dans le monde des hommes, incapable d'être un homme sans cœur. Il préférera rester dans le monde de l'enfance où l'amour, la douceur et les caresses ne sont pas des crimes. Malgré ses efforts à traiter, et je cite, son âme comme les flagellant leur chair pour devenir un authentique libertin, il est incapable de suivre les préceptes d'un Desgenais. Octave peine à suivre le modèle monstrueux qui est celui dans les livres libertins, et modèle qu'il qualifie de monstrueux parce que le libertin, selon lui, c'est celui qui s'ampute de sa faculté d'aimer. Il va même dire de Desgenais qu'il est capable de vivre sans tête, parce que pour Musset, les émotions et la tête, ça fonctionne ensemble. Et donc, l'inadéquation entre le modèle et les idéaux vont provoquer un schisme insurmontable pour le personnage. Le rejet de l'initiation masculine desgenésienne va cantonner le jeune homme au stade de l'enfance, comme le démontrera sa relation métaphoriquement incestueuse avec Brigitte. Inceste qu'il plonge, encore une fois, dans le monde de la monstruosité morale. Donc, on le voit, que ce soit pour Louis ou pour Octave, la lecture semble empêcher l'entrée en virilité. Dans les deux cas, l'absence du père provoque un déplacement vers l'objet livre, et si ce déplacement m'interpelle, c'est bien parce qu'il ne cesse de parler du hiatus entre la virilité et la lecture. Les deux romans montrent que l'essolement, l'autodidactisme de nos personnages, leur permet certes de développer une subjectivité propre et une intelligence prononcée, mais l'absence du père, qui ici pourrait probablement plus être remplacée par la notion d'autorité textuelle, c'est ce que je propose ici, n'accorde pas au jeune homme la possibilité de se rattacher adéquatement au grand récit des hommes, récit qui est aussi celui de la place des hommes dans la société. Le savoir narratif, comme nous dit Jean-François Lyotard dans son livre « La condition postmoderne », en est un qui fonctionne par filiation. Il faut avoir entendu le récit et non pas seulement le lire, pour pouvoir ensuite avoir la possibilité et l'autorité de le raconter. La filiation indique comment le corps doit se comporter et la place qu'il doit occuper. L'impératif de s'inscrire dans une filiation est une nécessité propre à ce type de savoir. Dans l'histoire des pratiques de la lecture, et ça fonctionne jusqu'au 19e siècle, il y a deux modèles récurrents de lecteurs. Il y a celui qu'en latin on nomme lector, mais chez les Grecs on a le modèle du poète ou de l'aède, qui est celui qui a accès directement au savoir de ou des dieux. C'est le premier lecteur, mais c'est le lecteur légitime. Et ensuite, face à ce personnage qui détient de facto l'autorité, il y a le lector, ou ce qu'on va appeler les rhapsodes. La dichotomie poète-rhapsode, on la retrouve chez Platon dans Ion de l'Iliade, si ça vous dit. Sinon, ces catégories-là sont aussi développées par Bourdieu dans Choses dites. Donc, placé dans ce schéma doublement narratif et même sériel, ça fonctionne par filiation, l'auteur est celui qui reçoit en premier la parole et le lecteur est celui qui la reçoit en deuxième, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas dans un rapport écrivain-lecteur. Octor, il ne faut pas l'entendre comme l'auteur encore. On est plutôt dans une logique de type lecteur-relecteur. Donc,
Ici, ça nous permet de comprendre justement pourquoi on a deux personnages dont le comportement face à la lecture et face à un certain savoir narratif cause un problème directement face à leur place dans la communauté. Donc, ni Lambert ni Octave ne sont en posture docteur dans leur lecture. La chose est impossible, puisqu'ils n'ont pas de modèle stable à partir duquel déterminer une norme d'interprétation. Leur savoir narratif ne s'inscrit dans aucune tradition. Les parents, et d'autant plus le père dans ce cas précis, ne sont pas là pour autoriser une forme et une clôture du sens. La trop grande liberté dans l'interprétation ne leur donne pas l'autorité nécessaire pour utiliser de manière responsable cette faculté. Ici, comme pour reprendre la terminologie d'Olivier Gazalet, on développe la puissance, mais pas la maîtrise. Et d'une certaine façon, on a donc des personnages, et Louis Lambert, c'est un très bel exemple, qui va bien avec ce que disait Simon ce matin. Il est surinitié, il a pratiquement tous les savoirs du monde, et pourtant il est sous-initié. Il est quand même pas capable de s'inscrire dans le récit de la communauté. Donc ici, le savoir narratif, comme nous disent ces deux romans, est un savoir qui doit être légué par des figures d'autorité, puisque ces figures enseignent, en plus du récit, une discipline commune du récit. Avec ce savoir, on peut innover relativement librement, mais seulement à condition d'avoir bien reçu le récit dès le début. Ça fonctionne sur le mode conjoint de la répétition et de la différence. Donc, ma présentation d'aujourd'hui ne vise pas tellement à faire valoir le rôle du père biologique dans l'éducation des jeunes garçons, vous l'aurez compris. Les romantiques démontrent bien qu'il est possible de se concocter des filiations d'autres types. Ce que je voudrais surtout souligner, c'est vraiment l'importance d'une prise en charge sérieuse de l'enseignement du récit de la masculinité et des postures de lecture qui viennent avec. Le père ici apparaît en creux comme une représentation de l'autorité nécessaire pour une liberté raisonnable et raisonnée. Si les jeunes hommes ont accès à ce savoir sans aucune imitation, sans aucune préparation, ils risquent de mal l'intégrer par manque, pourrait-on dire, de domestication. Ils deviennent eux-mêmes des tyrannos. Leurs désirs ne sont légitimés par rien. Donc, pour le la littérature est donc un couteau à double tranchant. Elle enseigne, mais ne transmet pas l'auctoritas. C'est la vieille leçon de Platon sur l'écriture dans le Phèdre. Pour le philosophe, et je cite, « Une fois écrit, un discours roule de tous côtés, dans les mains de ceux qui le comprennent, comme de ceux pour qui il n'est pas fait. Et il ne sait pas même à qui il doit parler, avec qui il doit se taire. Méprisé ou attaqué injustement, il a toujours besoin que son père vienne à son secours, car il ne peut ni résister ni se secourir lui-même. » Donc, j'ai essayé d'amener cette réflexion-là dans le contemporain. J'ai toujours une lecture un peu citonienne des textes et je me demande toujours comment on peut actualiser les leçons que nous donne la littérature. Et je me suis intéressé justement à cette question-là parce qu'on vit dans une époque où les récits virils n'ont jamais été aussi accessibles, mais n'importe où. Il suffit d'écouter quelques minutes de Booba sur YouTube et on a accès à toute une mythologie sur la virilité. Et si on ne prend pas en charge la posture d'auditeur, de lecteur que les enfants peuvent avoir face à ces récits-là, eh bien, on ouvre la voie à une espèce de patchwork aussi, d'une certaine façon, où on peut aller chercher tout ce qui nous fait plaisir et rentrer ça dans le grand récit de notre virilité, qui n'est pas nécessairement une virilité qui peut avoir lieu dans la communauté. Donc, évidemment, c'est pas tellement quel récit est lu. Je pense pas que le but, c'est de commencer à dire de ne pas regarder un clip de Booba ou de le regarder, mais plutôt de savoir comment il est lu et par qui. À l'heure où les pères ne font plus autorité, on parlait des familles horizontales, où Internet livre sans paramètres moult récits, ne devrions-nous pas, comme les romans de Balzac et Musset nous invitent à le penser, nous interroger sur cette prise en charge mesurée des discours afin d'offrir les moyens de choisir, sans flagellation d'âme, sa masculinité? Voilà.